Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être inscrits nombreux à ce webinaire sur les outils du marketing digital. On va essayer de déconstruire un petit peu cette vision parfois un peu de l'outil qui vient comme faciliter trop rapidement les choses. Euh, je suis aujourd'hui accompagné de Jonathan Charby de SaaS Advisor qui va se présenter. Ouais, Voilà. donc bonjour, merci beaucoup Benoît pour l'invitation. Donc effectivement, je suis Jonathan Charby. Voilà, pour vous donner un peu de background, j'ai travaillé donc depuis une quinzaine d'années dans l'univers du logiciel SaaS, plus précisément donc sur les technologies marketing, donc chez différents éditeurs et dans différents segments de marché. Et depuis un peu plus de 5 ans maintenant, je suis le fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle SaaS Advisor et qui accompagne au quotidien un certain nombre de grands groupes et de plus petits également sur leurs enjeux de sélection, d'implémentation, de déploiement de ces outils SaaS Voilà, et du donc des coup, technologies. effectivement, Je je t'en pense prie. qu'aujourd'hui, on fait un bon complément entre du coup SaaS Advisor et DigiOps. Du coup, nous, on s'occupe plutôt, une fois qu'on a les outils, de comment on les utilise, qu'est-ce qu'on met dedans et comment on orchestre efficacement les campagnes marketing digitales en fonction des canaux qu'on a retenus, que ce soit le référencement, la publicité, le contenu ou les réseaux sociaux, et du coup de créer de la performance globale. Du coup, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions en live si vous le souhaitez, puis on y répondra au fil de l'eau. Du coup, ouais, en intro, on a préparé quelques quotes comme ça du marché sur les outils, effectivement, outils magiques, outils incontournables ou un peu l'heure de performance marketing, Jonathan. Donc effectivement, il y a plusieurs choses, hein. Donc voilà, il ne se passe pas un jour sans lequel on voit des informations sur quelles sont les nouvelles technologies, qu'est-ce que vous utilisez sur telle ou telle typologie d'outils. Voilà, il y a donc différents éditeurs qui vont annoncer beaucoup de levées de fonds. Donc le sujet enfin les éditeurs marketing, les éditeurs logiciels sur les sujets marketing ont vraiment le vent en poupe. Pour autant, effectivement, nous, ce qu'on veut promouvoir donc dans ce webinaire, c'est que voilà, tous les outils du marché qui ont, on va dire, atteint une certaine taille critique, vont avoir des forces et des faiblesses, vont avoir des attraits, vont permettre à l'entreprise de gagner en productivité et donc d'avoir un impact, que ce soit par l'automatisation ou par l'amélioration dans le cadre d'un cycle de vente. Pour autant, aucun outil n'est une baguette magique. En général, nous, on est vraiment contre le mythe de l'outil qui va, à lui seul révolutionner, la manière de travailler, de l'entreprise. Effectivement, les technologies doivent être au service de la stratégie et pas l'inverse. Et donc voilà, donc il y a quelques citations heu, qui expliquent que, globalement, si, on prend enfin voilà, nous, on a vu plusieurs exemples où des entreprises étaient multi-équipées avec des centaines de solutions, mais pour autant, ça crée, pas forcément les résultats escomptés. Ouais, bah, j'aime bien la citation, si on automatise ce qui ne fonctionne pas, on ira plus vite dans le mur. Donc effectivement, attention à pas créer plus de chaos qu'il y en a déjà, et du coup, de bien éprouver les solutions au fur et à mesure, d'où cette vélocité, cette maturité qui doit s'acquérir progressivement. On a un schéma d'une entreprise qui s'appelle Autodesk, donc grand éditeur mondial de logiciels. C'est ce qu'on appelle sa stack marketing, c'est-à-dire l'ensemble de ces outils de marketing et communication digitaux qui sont répartis selon les étapes du parcours client. Donc, on a la découverte, évaluation, achat, fidélisation. On voit que, en fait, c'est une question de données qui passe en fait par chaque logiciel et du coup par chaque étape du parcours client. Et du coup, chaque logiciel va être connecté l'un avec l'autre pour créer une cohérence et un suivi dans la donnée jusque l'analyse des résultats et puis après le fait de
réengager ces résultats dans des campagnes pour s'améliorer, etc. Du coup, cette carte-là, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est réaliste, Jonathan? Alors, c'est vraiment une vision idéalisée. Effectivement, hein, dans la vraie vie, on voit bien que c'est souvent plus complexe que ça, qu'il y a des endroits où il va y avoir des outils en double, d'autres où il y a des trous dans la raquette, d'autres où effectivement ce n'est pas aussi ligne et schématisé. Mais moi, ce que j'aime bien dans cette opération, donc c'est une opération qui là aussi est menée par Chief Martech, qui s'appelle les Stacky Awards, qui a lieu tous les ans et qui invite différents groupes à expliquer comment elles ont organisé leur stack marketing. Et ce qui est intéressant, à mon sens, là-dessus, c'est que de plus en plus de groupes essayent de ne plus subir justement tous les aléas de marché, toute la mode qu'il peut y avoir autour des outils SaaS, mais qui au contraire prennent le contrôle et se disent, voilà, moi j'ai cette stratégie, voilà à quoi ressemble mon parcours client, et voilà comment je vais organiser mes technologies en fonction de ce parcours. Et donc, le fait de créer, voilà, d'être l'architecte quelque part de son parcours et donc de ses choix technologiques, ça permet vraiment de reprendre un peu le dessus, de savoir globalement de quoi on a besoin, de quoi on n'a pas besoin. S'il y a des nouveaux prestataires qui se manifestent, de comprendre comment ils pourraient s'intégrer dans cette stack et est-ce que ça serait pertinent ou pas. Et donc je trouve que la démarche est intéressante parce que globalement, en termes de pédagogie, que ce soit pour l'interne ou pour l'externe, ça permet d'expliquer l'intégralité donc des choix technologiques qui ont été faits. Pour du top management, par exemple, qui ne va pas forcément mettre les mains dans le cambouis de ces différents outils, ça permet d'expliquer globalement pourquoi on fait ces choix technologiques, de justifier des budgets, de justifier un certain nombre de choix et donc d'expliquer la transparence qu'on va avoir sur cette stratégie d'acquisition dans le cadre d'Autodesk. Et vis-à-vis de l'externe, ça peut permettre, voilà, s'il y a des partenaires ou des prospects ou des personnes qui viennent ou des partenaires technologiques qui viennent pour proposer quelque chose, ça permet d'expliquer assez simplement comment l'entreprise et comment le département est organisé actuellement. Et je pense que c'est assez intéressant, même si voilà, dès qu'on plonge dans la vraie vie, c'est rarement aussi beau, aussi lean et aussi clean que ça. Mais en tout cas, ça tire, on va dire, le marché vers le haut. Et donc, ça nous paraissait intéressant de vous montrer vers quoi il faut tendre. Effectivement, une grande maturité de la part de cette entreprise pour déjà réussir à pondre ce type de schéma. Une grande transversalité aussi dans l'entreprise pour que les acteurs communiquent et puis soient alignés sur l'ensemble des outils et du coup des compétences qui doivent accompagner un petit peu ce mouvement. En complément de ça, ce qu'on a identifié, c'est aussi un autre schéma qui peut un peu impressionner quand on le voit, c'est la segmentation des outils du marketing digital. Du coup, comment se repérer dans ce dédale d'outils? Ouais. Alors effectivement, voilà, les habitués de LinkedIn sont assez familiers de ce schéma qu'on voit évoluer d'une année sur l'autre, donc qui montrait bien l'explosion, on va dire, de l'univers des technologies marketing. On est passé donc de 150 technologies en 2011 à 10 000 donc en 2022. En tout cas, la barre des 10 000 va être annoncée dans les jours qui viennent par nos amis donc, de Chief Martech. Donc, c'est effectivement Chief Martech et Martech Tribe qui travaillent sur ce graphique. Et donc, ce graphique, pour moi, voilà, ce qu'il illustre bien, c'est la complexité du marché. À la fois par le nombre de segments et de sous-catégories qu'il peut y avoir, et à la fois donc par ce fameux nombre, ce nombre de logos. Et ça montre bien à quel point les directions marketing ou générales qui doivent s'équiper ont affaire globalement à ce panorama, parce que l'intégralité des acteurs vont les solliciter pour leur proposer, ou ils vont les voir à des salons ou autres. Et donc, effectivement, ça illustre bien à quel point choisir ces technologies peut être complexe. Et la bonne nouvelle dans tout ça, en étant un peu ironique, c'est que cet écosystème qui n'a cessé de croître jusqu'ici, voilà, les projections, c'est qu'il va continuer à croître. Parce que malgré les entreprises qui disparaissent, les fameuses consolidations et donc les rachats, les entreprises qui pivotent et ainsi de suite,
eh bien, on voit bien que, que le secteur ne cesse de grandir et qu'avec les grandes tendances que sont le low-code et le no-code, donc qui ne cessent de faire baisser la barrière à l'entrée pour devenir éditeur logiciel, eh bien, il va y avoir de plus en plus d'éditeurs sur ce marché. Et donc, la première étape donc, pour s'y repérer et sélectionner des outils reste assez complexe. Du coup, on a la même cartographie, mais sur la France. Du coup, Ouais. on a voulu la positionner aussi pour voilà, vous dire qu'il y a plein d'outils français qui sont super sympas, qui sont super intéressants et du coup que ça vaut le coup aussi de les regarder. Tout à fait. C'est en fait la même carte avec un simple filtre, par pays, mais voilà, on a plein de champions dans chacun des segments du martech en France, donc on peut, en être heureux et donc voilà, c'est une map qui est, accessible sur Martech Map. Voilà, on vous donnera l'adresse exacte en fin de webinaire, mais ça peut vous permettre de faire des tris, par pays, par catégorie et donc vous aider dans voilà, un petit élément pratique pour vous aider dans vos recherches ou pour vous aider à compléter, vos outils marketing. Voilà, il n'y a pas que les grands américains, mais si on va en parler, qui sont sur le marché. Du coup, donc lors de ce webinaire, nous, ce qu'on souhaite, c'est vous donner un maximum d'infos concrètes. Donc après cette intro, on va dire, on va passer sur l'étude des outils incontournables pour chaque type d'enjeu marketing qu'on a sélectionné pour vous. On les a résumés à 7. Et du coup, on va les passer ensemble. Le premier, c'est les données et le tracking. Alors, du coup, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'on a mis ça en premier, Jonathan? Ouais. Alors effectivement, enfin juste un petit point de reminder. Bon là, on sait, par expérience que en fonction de la taille de l'entreprise, de son secteur, de vos cycles de vente et de vos publics, nécessairement, voilà, il n'y a pas un stack idéal, sinon, on saurait qu'il n'y aurait qu'une dizaine ou une quinzaine d'outils sur le marché. Mais on sait bien que la complexité de ce marché et le nombre d'éditeurs, est aussi lié parce que, chaque entreprise va avoir, des besoins différents et donc on a beaucoup débattu avec, Benoît sur, le fait donc de présenter quelle catégorie on présente. Est-ce qu'on est, plutôt sur celle-ci? On s'est dit que par rapport enfin voilà, donc pour aujourd'hui, on s'est concentré non pas sur des grandes entreprises qui sont déjà suréquipées avec des dizaines et des centaines d'outils, mais vraiment on a pris, le parti d'entreprises qui veulent, on va dire, démarrer, leur démarche, et effectivement ce qui explique pourquoi on démarre par les données et le tracking parce que pour nous, c'est un peu, la colonne vertébrale, les choses les plus, simples à mettre en place. Donc jusqu'ici effectivement, on pouvait travailler assez simplement avec Google Analytics, qui effectivement pour ceux qui ont suivi les évolutions de marché, voilà, on voit qu'il y a une première réaction, sur le sujet, donc avec, les recommandations de la CNIL et européenne et désormais un outil qui Les est, cookies. Ouais. qui effectivement est en train d'être de moins en moins simple à utiliser, notamment pour des grands groupes. Mais, jusqu'ici, c'était un peu, voilà, le pilier analytique était un peu le 1er, qu'on mettait en place parce que c'était relativement simple, gratuit et ça permettait de traquer donc la performance de son site et pour bien piloter ses actions. Après donc, Mickaël, effectivement, je te rejoins. Voilà, les dernières recommandations, les derniers mouvements, on va dire, légaux autour de Google Analytics font que sa question enfin voilà, on pourrait mettre, d'autres acteurs type, AT Internet ou autres, à la place, il en existe des dizaines, hein. Matomo. Ouais. Tout à fait, mais on est resté sur, on va dire, c'est ce 1er pilier, en tout cas d'analytics, qui nous paraît, particulièrement intéressant pour comprendre, globalement le trafic sur son site. Alors moi, ce que je rencontre chez la plupart de mes clients, c'est que quand bien même ces outils-là sont gratuits pour la plupart, en fait, ils ne sont pas complètement exploités. Et du coup, c'est dommage parce qu'on ne peut pas vraiment piloter les actions. Et c'est vrai qu'il y a une barrière technologique parce que tout de suite, d'implémenter les tags sur le site, ça veut dire qu'on manipule un peu le code, etc. En même temps, ça reste des actions qui sont relativement light. Du coup, c'est ce qu'on fait en fait en premier aussi pour nos clients, c'est de mettre en place ce type de système.
Et aujourd'hui, voilà, en tout cas, nous, notre conseil, c'est vraiment de ne pas faire l'impasse là-dessus. Le CRM, du coup, numéro 2 dans les outils incontournables. Pourquoi? Parce que bah, ça permet de capter les données des prospects et clients. Alors en B2B, mais aussi en B2C, hein, on va dire que, et que du coup, une fois qu'on a ces coordonnées-là, bah, on peut faire tout un tas d'actions marketing. Donc, c'est un peu une pierre centrale du système marketing commercial de l'entreprise. Aujourd'hui, pas mal d'acteurs sont sur le coup, évidemment. Du coup, on a les grands acteurs d'un côté comme Salesforce, comme HubSpot, qui sont aujourd'hui vraiment dominants, les Américains. Et puis après, des plus petits outils, mais qui sont aussi très intéressants, comme Pipedrive, qui est très compatible avec l'ensemble de l'écosystème et on en a déjà discuté. En fait, on sélectionne aussi les outils par leur interopérabilité. Voilà, on a aussi sélectionné un outil comme celle-ci, qui est un petit français, ou Zoho, qui aussi propose une brique technologique assez large et qui est intéressante aussi pour des acteurs voilà, qui a un coût d'entrée assez faible. Du coup, Jonathan, si tu veux rebondir. Ouais, bah, effectivement, je pense que voilà, le CRM, donc c'est aussi avec l'analytics pour moi les 2 éléments d'une bonne colonne vertébrale d'un stack technologique. Voilà, je vais pas me focaliser sur les acteurs parce qu'effectivement, il en existe beaucoup. On a pris ceux-là parce qu'ils sont effectivement assez illustratifs. Mais l'idée, c'est que voilà, si on se concentre sur la donnée, bah, avoir une politique pour suivre à la fois son cycle de vente, à la fois les interactions qu'on va avoir, à la fois bah, l'intégralité des conversations qu'on a eues, c'est souvent clé. Et donc, par rapport à ça, on voit bien que ce qui est intéressant, c'est bah, de commencer à créer, on va dire, une politique de connaissance client en interne. Et donc, le CRM, qui est un peu l'outil historique et un des segments, on va dire, logiciel historique, parce que voilà, des outils CRM, il en existe depuis les années 90, et donc des outils CRM en SaaS, voilà, Salesforce a fait ça, enfin, on va dire, accroît à partir de cette brique-là, qui est un peu la brique initiale. Donc, effectivement, c'est très, c'est globalement le premier point enfin, quand on rencontre des clients qui sont en train de s'équiper. C'est souvent le premier logiciel qui est acheté en dehors de l'analytique pour bah, commencer à se mettre en avant. Donc, ça nous semblait bah, logique de le placer ici. Tout à fait. Du coup, on enchaîne avec une autre carte, en fait, d'un acteur bah, connu du marché qui s'appelle Back Market et du coup, qui a partagé aussi sa brique technologique. Du coup, là aussi, on voit la segmentation des outils. Eux, en tant que CRM, ils ont sélectionné Emarsis, qui est un CRM un peu hybride qui penche vers la Customer Data Platform, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc bon, donc on voit bien qu'en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs, qui partagent, bah, globalement, ou qui mettent en avant, leur écosystème technologique. D'ailleurs, c'est une tendance qui nous vient du dev. Il y a beaucoup de sites, Mmh. comme Buildwiz ou autres, où on voit bien, que, des grands acteurs, des startups très innovantes, bah, sont extrêmement transparentes, sur toutes les technologies qu'elles utilisent. Donc là, on est sur des technologies marketing, mais ça vient également des technologies, de back-end, par exemple. Et là, donc pour s'arrêter, effectivement, donc bah, typiquement Back Market, donc qui est une entreprise, B2C, eux ont choisi de ne pas avoir un CRM, classique, mais d'avoir une Customer Data Platform avec des fonctionnalités CRM. Donc c'est un choix qui, bah, me semble assez cohérent par rapport au reste, de leur stack. Est-ce qu'on peut repréciser ce qu'est une Customer Data Platform? Donc une Customer Data Platform, alors effectivement, voilà, il y a beaucoup de débats sur la précision et les frontières entre, CDP, DMP et CRM, hein. Donc, c'est en fait en fonction Heu, on va dire enfin il y a un grand sujet de chronologie, donc c'était d'abord les CRM, après les DMP, maintenant les CDP, si je caricature. Ce qui est sûr donc, c'est que, une Customer Data Platform, là où les CRM vont avoir vocation, on va dire,
avoir une fiche, on va suivre tout ce qui se dit sur un client. La CDP va aller un cran plus loin parce que globalement, au-delà des conversations, ça va nous permettre vraiment de mesurer chacune des interactions que ce client va avoir. Il a été sur le site à telle fréquence, il s'est rendu là, après il a fait telle et telle action, il a téléchargé un livre blanc. On peut se rendre compte qu'il a été sur telle page du site, donc on va dire qu'il va y avoir une granularité, donc des actions que n'offrent pas, certains CRM. À noter que les CDP, voilà, enfin ça, on pourrait passer un webinar entier, Oui. à parler de leurs fonctionnalités. Il y en a qui sont plus, on va dire, connus pour leur côté d'autres data management, d'autres sont plus connus, sur, leur capacité d'activation, d'autres sur, justement le fait de traiter, de cleaner des grands volumes de données. Donc voilà, donc on pourra creuser le sujet avec ceux que ça intéresse, ultérieurement. Voilà, effectivement. Du coup, ben, on enchaîne sur les outils qui équipent le site web, qui est aussi le grand pilier du marketing digital aujourd'hui, qui a pour objectif de générer de la transformation du coup des visiteurs en prospects, et puis en amont de ça, du référencement pour faire venir ceux qui font des requêtes sur les moteurs de recherche sur le site web. Donc, pour générer ça, aujourd'hui, notamment sur beaucoup de sites, on a un CMS qui s'appelle WordPress, qui est un acteur ultra dominant, qui équipe, je ne sais plus exactement, mais c'est plus de 25%, je crois, des sites web dans le monde, et qui, du coup, s'accompagne d'un lot d'add-ons, on va dire, pour créer son site web. Donc là, on parle plutôt peut-être de petits acteurs, mais quoique ça reste disponible pour des acteurs de taille aussi plus importante, comme un outil comme Elementor, qui est un constructeur de pages en fait ultra visuel, où on peut du coup créer son site web sans connaissance du code, puis après des outils pour optimiser le référencement ou pour optimiser la vitesse, etc. Du coup, ça, c'est toute la brique. Il y a une première brique qui est à gauche, qui sont le CMS. Ensuite, on a des acteurs du e-commerce, donc évidemment très importants sur le site web, qui viennent se mettre à côté du CMS potentiellement. Et enfin, alors là, on parle plutôt, alors soit pour des sites e-commerce, soit des sites de plus grande taille, des outils qui permettent de personnaliser les parcours au sein du site et de personnaliser le site comme Sidecore ou comme Square, pardon. Voilà, un petit mot là-dessus, Jonathan? Effectivement, enfin voilà, pour rester sur les catégories et un peu moins sur les acteurs, donc c'est, une slide où il y a un peu un medley entre, à la fois donc des systèmes de management, du contenu, à la fois du e-commerce et à la fois des sujets de personnalisation. Ce qu'on a voulu mettre en avant donc, après, la partie analytique et après la partie CRM, c'est globalement tout ce qu'on pouvait mettre pour booster son site web. Donc comme on est sur des outils digitaux, ça nous semblait faire particulièrement sens. Et donc, les e-commerçants connaissent par cœur, les arbitrages à faire entre, les différents acteurs présents et derrière, effectivement, il va y avoir, de plus en plus donc de solutions qui nous permettent d'optimiser, les parcours et de les personnaliser. Voilà, tout à fait. Je vois qu'on a quelques questions. Là, on va tâcher d'y répondre aussi progressivement. Michael, bonjour à toi. Effectivement, jusqu'à quel volume d'activité peut-on s'affranchir d'un CRM? Jusqu'à quel volume? Ben, c'est-à-dire à partir de, voilà, quand on est un petit acteur, est-ce qu'on peut se passer d'un CRM? C'est ça la question, hein. Ouais, après, je pense que c'est aussi une question, enfin, il y a vraiment plusieurs paliers, hein. C'est-à-dire qu'il y a des paliers en termes de nombre de clients, en termes de, nombre de lignes, en termes de nombre de commerciaux, en interne. Ce qui est sûr, c'est que voilà, si je prends un exemple, c'est que si vous avez, une entreprise avec, une dizaine ou une quinzaine de personnes qui interagissent donc avec des clients et qui chacune vont mettre des informations, effectivement, enfin, vont noter, les différentes interactions qu'il va y avoir.
c'est sûr que assez rapidement, un fichier Excel ne sera plus suffisant et va générer il y a des forts risques de génération d'erreurs ou de perte d'informations et donc mettre ces informations dans un CRM qui va archiver l'intégralité des échanges, va très vite avoir un intérêt fort. Si à l'inverse, on est indépendant, bon, bah, effectivement, a priori, on est censé, bien connaître et bien suivre. Il y a des voilà, on pourrait argumenter que, en tant que commercial, c'est toujours mieux de mettre l'information parce qu'on n'a pas une mémoire infaillible, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment différents critères. Je ne pense pas qu'on puisse, se baser sur un seul indicateur pour, se dire: «Est-ce qu'il faut, passer le cap ou Mm. pas?» Je connais des indépendants ils sont seuls et qui ont un CRM. Je connais des petites équipes qui arrivent, à travailler sans parce que leur volume de clients, le permet. Donc voilà, c'est à préciser, il y a d'autres, critères à prendre en Mm. compte. Moi, je serais peut-être un petit peu plus direct en disant que oui, c'est incontournable aujourd'hui et que en fait, le CRM, il se nourrit sur le moyen long terme, et que, par rapport à ça, en fait, les canaux, d'acquisition, on va les brancher dessus et que en fait, sans, ce cocon central, en fait, on peut pas collecter, en fait et du coup, ça nous fait vraiment un gros trou dans la raquette sur, toute la ce qu'on a la tout la l'écosystème digital. Donc, pour moi, plutôt incontournable. Maintenant, effectivement, chaque cas, mérite d'être analysé. On va enchaîner, sur, le point 4 sur le marketing automation. On avait aussi une autre question de Michael. Merci pour ça, qui nous disait, comment traquer l'audience en B2B? Alors, l'audience en B2B, c'est plutôt la même chose qu'en B2C, c'est-à-dire qu'on va brancher le point 1 qu'on a vu précédemment, toutes les analytics et les tags pour suivre les comportements des internautes. Mais après, une grosse brique centrale, potentiellement, c'est aussi la brique du marketing automation. Alors, qui n'est pas que en B2B, mais quand même qui aujourd'hui est très, très sollicité dans le B2B, qui permet, une fois qu'on a nos clients effectivement dans le CRM, de pouvoir automatiser les actions qu'on va pouvoir mener avec eux. Donc, typiquement, on va parler de workflow à ce stade-là et d'initier, par exemple, j'ai un client ou un prospect qui est venu, qui a rempli un formulaire sur mon site web. Je vais pouvoir lui envoyer un certain nombre d'emails par la suite pour continuer à l'informer sur ma solution et le faire monter en connaissance. Et du coup, notamment en B2B, c'est très important, de telle manière à ce que le prospect puisse devenir acheteur et ça peut se faire sur des mois potentiellement. Et comment le suivre? Grâce à cet outil de marketing automation qui va lui-même comporter un tracker sur le site web et après qui va aussi agréger les canaux. Alors, il y en a qui sont plus intégrés que d'autres. On pense à HubSpot notamment, qui est un peu le grand Manitou, hein, qui essaye de se connecter un petit peu à tout et qui est aussi une brique très, très, très importante en marketing B2B. Après, en B2C, c'est là où on va aussi faire du marketing automation. On va aussi faire de la relance de panier, des choses comme ça, et ça peut aller jusqu'à des outils comme Adobe qui fournissent une suite marketing complète autour du B2C. Voilà ce qu'on peut dire sur marketing automation. Je pense que les 4 briques qu'on vient de voir là, euh, Analytics, CRM, site web et marketing automation sont les 4 briques centrales en fait du marketing digital aujourd'hui. Jonathan? Ouais, sur le marketing automation, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est des fonctionnalités, comme vous pouvez le voir, qui sont, voilà, souvent couplées à celles du CRM. Vous reconnaissez d'ailleurs un certain nombre de logos, qui ont déjà été présentés un peu ultérieurement. Après, voilà, effectivement, peut-être que sur le côté central, je pense que ça dépend toujours, des cas d'usage. On avait encore une ou Ouais. 2, des cas d'usage et de la manière de faire, mais sinon sur l'automation, voilà, je suis assez aligné.
Ok, du coup, ce qu'on voit effectivement dans l'automation, c'est que bah, ça vient se greffer sur un CRM. Et du coup, on voit bien qu'en termes de maturité, il faudra d'abord s'équiper d'un CRM avant d'aller sur du marketing automation. Mm. Donc, ça répond aussi à la question de tout à l'heure. Est-ce qu'il faut avoir un CRM ou pas? Ben, en fait, ça montre aussi une maturité digitale. Et pour aller dans le sens de la transformation, ben, il faut quand même adopter un certain nombre d'outils. C'est malheureusement induit par la technique et par le digital. Et du coup, voilà, c'est un moyen de monter en compétences et en compétences digitales que de s'équiper. Alors, d'un CRM, après du marketing automation, à discuter au bout de potentiellement plusieurs années après aussi. Hein. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut quand même avoir des contenus, il faut avoir un petit peu de trafic sur son site, etc. Et du coup, tout ça s'orchestre sur des années potentiellement. Encore une fois, il n'y a pas d'urgence, par contre, à s'équiper de tout ça. Par contre, il y a une urgence à démarrer. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas date, à un moment donné, ben, vous allez avoir une forme de dette un petit peu technologique. Vous serez en retard par rapport à vos concurrences, par rapport à l'état du marché. Et du coup, c'est là où ça peut être compliqué à un moment donné de mettre les choses en musique quand on se dit, bah, ça y est, j'ai envie de me réveiller, etc. Aujourd'hui, bah, c'est le bon moment en fait pour commencer ces actions-là. Bon, la plupart d'entre vous, vous les avez déjà commencées, mais et continuer à structurer en fait. Et structurer, bah, c'est de mettre en place une brique supplémentaire si le socle est suffisamment solide pour le faire. Du coup, on enchaîne. On a encore 3 points sur le growth marketing. Alors là, l'idée, c'est plutôt d'équiper le commercial d'outils de prospection pour bah, l'aider et faire que il se concentre plus sur le closing et puis la relation client sur la durée que vraiment sur la prospection dans le dur qui peut être très fastidieuse. Sans parler de magie non plus hein, sur ces outils-là, parce qu'on ne remplacera jamais un bon commercial et une bonne prospection, même téléphonique, mais quand même, pas mal d'outils. Je sais qu'on utilise régulièrement un outil comme Lemlist qui permet d'automatiser des campagnes email avec des messages LinkedIn. Le fait d'utiliser aussi pour les commerciaux LinkedIn Sales Navigator, qui aujourd'hui est un peu un incontournable pour la prospection, identifier des prospects. Un outil comme Lusha, par exemple, pour identifier des coordonnées de prospects sur LinkedIn. Et puis après, des outils comme Salesloft ou Seismic pour orchestrer un peu les actions commerciales. Si c'est, est-ce que je dois d'abord faire un appel téléphonique, ensuite envoyer un livre blanc, puis inviter un email, un webinaire, etc. Comment est-ce que j'orchestre chaque action? Et le but un peu de tout ça, comme des outils comme Seismic aussi, c'est de réussir à capter en fait les séquences commerciales et de voir comment est-ce que j'ordonne en fait chaque séquence. Est-ce que c'est l'appel, est-ce que c'est l'email, est-ce que c'est le rendez-vous client, etc. De telle manière à augmenter aussi les taux de closing en fait. Donc voilà, tout ça, c'est l'équipement du nouveau directeur commercial, on va dire, qui permettent aussi bah, d'aller beaucoup plus vite sur la transmission de l'information au sein des équipes commerciales. Du coup, Jonathan, là-dessus, est-ce que Ouais, donc complément? bah, effectivement, hein, c'est des outils qu'on range généralement dans la case Sales Enablement. Donc, bah, globalement, comment faire pour aider le commercial à automatiser un certain nombre de tâches, on va dire récurrentes et pas forcément celles à plus haute valeur ajoutée, comme de trouver une adresse mail ou un numéro de téléphone ou ce genre de choses. Ça, enfin, ce qui peut être fourni par certaines de ces technos. D'autres, bah, comme l'a très bien dit Benoît, servent à ordonner des cadences. Et donc là, l'idée, c'est que il faut avoir une histoire
histoire cohérente à raconter et on va dire, voilà, à partir du moment où on est sur un marketing ou sur une approche commerciale qui peut avoir, on va dire, des déclencheurs, il peut y avoir pas mal de choses intéressantes, à mettre en place. Pour vous donner un exemple, nous, on sait que les changements technologiques, ils peuvent, avoir lieu, lorsqu'il y a une personne qui prend son poste. Certaines de ces technologies permettent de comprendre quand une personne vient de prendre un nouveau rôle et donc on peut, très bien, bâtir, une cadence, une séquence basée, sur, ce déclencheur-là. Et donc, voilà, donc il peut y en exister beaucoup d'autres, hein, il y a beaucoup d'exemples, mais l'idée de ces technologies, c'est qu'elles permettent d'automatiser les choses et donc, par rapport, on va dire, au rapprochement qu'on voit s'opérer entre le marketing et le commercial, on voit bien que, voilà, ça nous paraissait intéressant de montrer cette catégorie pour montrer cette continuité entre les activités, vraiment de génération de leads et les activités de conversion. Voilà, transversalité des outils, transversalité des équipes, du coup, et communication. Je crois que vous utilisez Salesloft chez SaaS Advisor. Est-ce Ça que, fait Ouais, ouais, nous globalement, on va avoir, énormément voilà, j'essaie de peu faire la pub des éditeurs parce que pour moi, ouais. il y a énormément de solutions valides et je pense que voilà, c'est le gros de la valeur ajoutée, et dans l'implémentation et dans la prise des habitudes des équipes sur les outils. Voilà, je pense que, Salesloft qui est un concurrent de Lemlist, voilà, on aurait pu faire l'inverse, mais, ça s'est un peu fait comme ça. Maintenant, l'idée, c'est que nous, on a la chance d'avoir accès à beaucoup d'outils du marché et donc on essaie d'installer, ceux qui sont, qui nous paraissent pertinents et avoir, heu, voilà, un grand nombre de features et Salesloft, là-dessus est quand même assez costaud. OK. Du coup, on enchaîne sur, la création de contenu. Alors là, on est plus sur la production, des contenus, pour les équipes, marketing, rédaction, communication aussi. Un grand nombre d'outils pour, chaque des sous-composantes de la création de contenu, hein. Donc là, on a identifié les outils de webinaire, alors comme aujourd'hui, voilà, on utilise Zoom. Il y a aussi un outil qui est Livestorm, qui est, là, un concurrent français qui est très bon, qu'on peut, vraiment que recommander. Pour le graphisme, aujourd'hui, il y a des solutions comme Canva que beaucoup d'entre vous doivent connaître et qui sont vraiment, des couteaux suisses, en fait, de la création, de graphisme. Évidemment, après, on a le pack Adobe, pour des tâches potentiellement plus évoluées. Sur la rédaction, alors là aussi, il aurait pu y avoir énormément d'outils. Là, j'ai préféré vous montrer des outils un petit peu innovants, comme Jasper, qui est un outil d'aide à la rédaction basé sur l'intelligence artificielle. On lui donne ses thématiques de rédaction et il va commencer à faire un premier jet de rédaction. C'est vraiment bluffant. Je vous invite à l'essayer si vous ne l'avez pas encore essayé. Il y en a d'autres, hein, encore une fois, mais celui-ci est quand même assez sympa. Et il est lié avec un autre outil qui s'appelle Surfer SEO, qui est un outil de SEO, mais qui est lié en fait avec l'outil de rédaction et qui donne le nombre de mots par rapport à un mot-clé central, le nombre de mots et mots connexes qu'il faut mettre dans un article pour émerger dans les meilleures positions sur Google. Du coup, ces outils-là aussi sont interconnectés et du coup, on voit qu'il y a une mini stack qui est dans l'équipe de rédaction, en fait. On va pouvoir aussi le plugger à des outils de référencement type Ubersuggest ou SEMrush. SEMrush aujourd'hui, qui est probablement le leader mondial sur les outils de référencement, qui est un très bon outil, qui reste assez touffu. Il y a beaucoup d'options dedans. Donc, qui est expert. Il faut réussir à entrer dedans. Sur Ubersuggest, il y a peut-être un petit peu moins de complexité, mais aussi des très bons résultats pour surveiller le référencement de ces pages et puis au mois le mois grignoter des parts et des positions. On sait que le référencement, c'est un exercice qui est Mmh. complexe et qui, en même temps, demande du temps en fait, pour produire ses effets.
Alors complexe parce que il faut bien connaître son univers, ses mots-clés. Une fois qu'on connaît ça, après, bon, les techniques sont quand même connues, mais qui demandent aussi, des compétences, vraiment particulières. Sur les réseaux sociaux, je sais que Jonathan, tu as travaillé pas mal sur, toutes les briques, concernant les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Ouais, bah, pareil, effectivement, enfin bon, moi je viens de cet univers du social media management où il y a, là encore de très nombreuses, plateformes, et de très nombreux éditeurs. Nous, ce qui nous paraissait intéressant sur cette slide, au global, c'est de dire que la création de contenu, voilà, content is king, comme disent nos amis anglo-saxons et que, bah, c'est hyper important donc d'avoir des bons contenus qui soient bien référencés, qui génèrent des leads, qui soient jolis et Ouais. donc qui soient bien diffusés sur les réseaux, une fois qu'ils sont et donc ça effectivement la création de ces contenus, bah, ça implique, un certain nombre de logiciels. Donc on a voulu vous détailler ici en fonction, on va dire, de cette chaîne de valeur entre la création, donc avec des outils comme, Adobe, Canva ou autres, jusqu'à donc, le référencement SEO, jusqu'à leur diffusion donc avec, bah, les outils de publishing, dont il existe, là aussi, un grand nombre et donc bah, l'idée, c'est de se dire que, là, enfin, ces outils donc ces outils de ces technologies marketing vont permettre, bah, d'automatiser et de s'assurer qu'on fait les choses, donc on va dire, dans les standards du marché, que ce soit d'un point de vue SEO ou de qualité donc de design et donc vont permettre, bah, des gains de temps et de productivité. Donc c'est pour ça qu'on a voulu le détailler en fonction donc des différentes étapes de cette chaîne de valeur de création de contenu. En vrai, je trouve que ce qui est intéressant, là, c'est qu'on voit que les contenus, en fait, on aurait pu commencer par les contenus. C'est-à-dire que sans contenu, potentiellement, on fait pas grand-chose, en fait. Ouais, tout à fait. Voilà, est-ce que, finalement, la priorité, ce serait pas, de voir comment est-ce qu'on crée notre petite usine à contenu en interne, de telle manière à pouvoir produire régulièrement à bonne qualité, et une fois qu'on a ça, bah, après on peut commencer à automatiser quand on a un peu notre fond de prise de parole, et puis un petit peu de référencement. Donc pour des entreprises qui commencent, qui sont vraiment très early stage, ça peut être, aussi, un enjeu, Ouais, tout à ou fait. une clé d'entrée. C'est aussi en fonction des compétences en interne, que vous pouvez avoir. J'allais dire, il y a aussi un peu d'opportunisme là-dedans. On voit que en fait, l'ensemble de ces briques sont un peu incontournables quand même, et qu'il est difficile de faire vraiment l'impasse. Tout ça est en fonction de vos objectifs. Alors je crois qu'on a une question sur ces outils sont-ils payants et est-ce qu'ils proposent du freemium? Hem, Jonathan peut-être, Ouais, bien sûr. Alors, dans l'univers du martech, pour faire, enfin, pour être, extrêmement, là aussi schématique et caricatural, on va dire qu'il y a, pour faire vraiment de manière très simplifiée, 3 types d'outils. Il y a les outils vraiment, on va dire enterprise, donc ou avec des forfaits enterprise, où le ticket d'entrée pour s'équiper, va être à 100 000 € et plus, et donc qui sont vraiment destinés aux grands groupes, voilà. Après derrière, il y a, bah, globalement tout le milieu de marché, donc des solutions qui vont être entre, 25 et 100 000 € par an, chacune. Et après, il y a des solutions qui vont être, donc dans des segments qu'on va qualifier de freemium et donc certains proposent, donc bah, des versions gratuites de l'outil et on peut monter après en fonction des options qu'on va prendre ou de types de formules et je pense qu'il en existe, effectivement sur chacune de ces catégories. Bah, il existe des versions gratuites et 2 des versions qui vont coûter quelques dizaines, quelques centaines d'euros, des fois quelques milliers. Ça dépend de la catégorie, ça dépend, on va dire, du modèle économique de chacune de ces entreprises. Et donc, voilà. Donc voilà un petit peu pour répondre à cette question. Il y a une autre question sur effectivement, enfin voilà, là on a voulu citer quelques catégories, hein, il en existe, on a pu le voir dans le graphique, une cinquantaine d'autres. On pourrait parler de chatbot, de PIM, de DAM, de social listening, d'outils de gestion des événements, d'outils de gestion de la vidéo comme PlayPlay, enfin pour répondre à la question de Michael. Voilà, on a ouais. essayé d'arbitrer avec sur quelques-unes des catégories.
effectivement, le but, c'était de voir certaines de ces catégories, de montrer quelques exemples. Maintenant, voilà, assez clairement, et on l'avait dit en intro, on n'a volonté ni à mettre en avant particulièrement une solution, ni à mettre en avant particulièrement une catégorie. L'idée, c'était, et encore moins d'être exhaustif, parce que sinon, on peut passer notre journée à name dropper des solutions, et je pense que ça apportera relativement peu de valeur. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire un peu une vue panorama. Et voilà, si tu passes sur la slide, peut-être. Ouais, bah, en fait, avant, juste en complément, je pense que des outils gratuits, ça n'existe pas. Euh, à part peut-être quand c'est nous qui sommes la pub, on va dire, et que un petit peu à la sauce Google, où ils nous donnent des outils, bon, bah, après, pour mieux nous vendre potentiellement des choses. Mais en fait, l'ensemble de ces outils représente un budget effectivement assez conséquent. Si là, sur les 7 briques, à chaque fois, il y a entre 100 et 1000 euros par mois en fonction des entreprises, des tailles, etc. Du coup, les budgets, c'est très compliqué de donner véritablement une fourchette ou un repère, mais on évite, voilà, pour des entreprises, à des budgets aux alentours de 10 000 euros sur des piles technologiques un petit peu complètes. Et encore, vraiment, quand bah, on fait attention à sélectionner des outils et que bah, c'est un peu, ça reste encore le début, etc. On voit qu'il y a quand même un budget marketing qui va de plus en plus sur les outils, en fait, hein. Hmm. Du coup, septième et dernier point, les outils collaboratifs. Euh, donc là, c'est aussi un incontournable pour faciliter les échanges en interne et avec ses clients. Donc, certes, vous connaîtrez sûrement des outils comme Slack, comme Trello, ou un plus récent qui fait plus partie de la famille NoCode, qui est Notion, qui permettent de faire du management de projets collaboratifs, en fait. Euh, Ces systèmes-là sont branchés sur des systèmes de communication d'entreprise qui sont aujourd'hui pilotés pour beaucoup, alors pas à 100%, mais quand même beaucoup, par des solutions comme Microsoft 365 ou Google Workspace. Du coup, l'avantage de Microsoft ou de Google pour la gestion, alors notamment de vos emails ou de vos documents, hein, type Word ou version Google et vos fichiers, c'est en fait que ces outils-là sont interconnectés avec le reste. Vous allez pouvoir vous connecter sur Slack avec votre compte Google, vous allez pouvoir vous connecter sur HubSpot, etc., etc. Et en fait, quand on voit que la connexion entre les outils est un des enjeux fondamentaux, le fait d'être équipé au départ en fait d'un système d'email par Microsoft ou Google, bon, bah, du coup là, qui sont vraiment l'apanage des Américains, on s'en excuse à ce stade-là, peut-être que certains auront d'autres solutions, mais en fait sont vraiment un prérequis à fluidifier l'échange de données entre les plateformes après. En fait. Et puis, gère aussi une forme de sécurité on a peu abordé, mais qui est du coup un enjeu sur l'ensemble de ces outils. Jonathan, si tu veux, Ouais, j'ai pas, avant de enfin, je conclure. pense que, ouais, enfin, je pense qu'on peut conclure un peu sur notre dernière slide avec les questions. J'ai pas nécessairement Voilà. grand-chose. Donc, effectivement, voilà, pour conclure, l'idée, c'est que, enfin, on l'a vu, hein, il existe de nombreuses typologies d'outils. C'est le choix d'un outil, bah, globalement, il vient effectivement s'intégrer donc à une stratégie, et donc derrière, ça va poser bah, plusieurs questions. Avant de choisir un outil, bah, déjà, quel est votre écosystème? Comment cet outil va s'intégrer? Par rapport à vos équipes, on voit bien, est-ce que vous avez les bons profils pour, bah, manager l'ensemble de ces outils? Est-ce que les gens, sont à l'aise avec cette technologie, réussissent à les maîtriser, savent passer facilement d'un outil à l'autre, ont potentiellement des compétences un peu techniques pour travailler sur les interactions avec des outils type, Zapier ou autres? Et effectivement, après, bah, il y a effectivement des enjeux budgétaires. On en a parlé, un petit peu plus haut. Donc il y avait une question sur le coût de LinkedIn Sales Navigator, est-ce qu'il est justifié ou pas? C'est toujours pareil, un outil, si on ne s'en sert pas ou s'il ne génère rien, il est toujours trop cher.
Après, la question, c'est globalement, est-ce que vous avez mis les bons process et est-ce que les cas que vous avez trouvés ou en testant l'outil sont adaptés pour justement générer de la valeur et du retour sur investissement? Et donc, je pense que ça, c'est des questions qui vont se poser un peu à tous les étages parce que aucune organisation n'a de budget illimité et donc il faut choisir les outils qui vont être performants, adaptés. Des fois, on va se dire: «Ah bah tiens, j'aimerais bien faire des webinars, mais j'ai déjà investi tel budget dans, mon CRM, plus de l'automation, donc il faut que je trouve d'autres sujets pour, la génération de leads ou ce genre de choses». Ou sur, enfin voilà, dans certains cas, pour moi, c'est moins critique d'un point de vue métier d'avoir, on va dire, toute une suite Adobe et donc je vais essayer de jouer avec les solutions gratuites, type Canva. Donc ça fait typiquement partie des questions à se poser pour, globalement, arbitrer entre les différents sujets. Et effectivement, donc dernier point, Jamespot, très belle solution française, je confirme, Ouais. qui peut être une alternative. Mais là aussi, enfin voilà, il y a énormément d'acteurs qu'on n'a pas cités. C'est un parti pris d'avoir, des logos, on va dire, à visée illustrative, mais il y a plein de solutions donc et de très bonnes solutions, ce qui explique que, le marché, soit en constante croissance. Donc voilà, si vous avez des questions supplémentaires, ou des points sur lesquels vous souhaitez, pour, poursuivre l'échange, soit encore quelques instants dans ce webinaire, soit après. Benoît et moi, on est ravis de continuer la discussion. Tout à fait, je pense qu'on va pouvoir, clôturer. Si vous avez des outils que vous aimez, qui n'ont pas été cités, qui vous paraissent être incontournables, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire parce qu'on est toujours friand de bons outils, même si on l'a compris, l'idée c'est pas, de succomber à la dernière mode et puis, l'idée c'est plutôt de consolider, avec, ce qu'on a déjà. Donc, effectivement, n'hésitez pas, en message privé, ou à nous questionner sur, vos outils actuels, vos enjeux. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci à toutes et tous et puis, on vous donne rendez-vous, une prochaine fois pour un prochain, webinaire. Parfait, merci Benoît pour Merci l'invitation Jonathan. au revoir. Au revoir. C'est bon, le live est coupé? Écoute, oui, je te propose juste qu'on se rappelle, comme ça c'est juste, OK. Tu me je t'envoie enfin, on fait une invitation ou un hangout? ouais, je veux bien. OK, fermons ça.